Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. Avez-vous des nouvelles de votre protégé Ahmad Massoud en ce moment? C'est pas mon protégé, c'est notre protecteur, à nous les démocrates. Tous ceux qui croient en la démocratie, tous ceux qui se sentent menacés par le terrorisme, ils ont aujourd'hui un protecteur, un rempart, un bouclier, c'est Ahmad Massoud. Il n'est pas le seul, mais il en est un. Mais est-ce qu'il est encore protecteur aujourd'hui? Parce que oui. Les talibans disent qu'ils ont reconquis le Panjshir. Oui, d'abord, je ne suis pas sûr qu'ils aient autant reconquis le Panjshir qu'ils le prétendent. C'est compliqué le Panjshir, hein. C'est un entrelac de vallées dont je doute beaucoup qu'ils le contrôlent intégralement. Et puis, on peut contrôler une route, on ne contrôle pas les cœurs et les esprits. Et les cœurs et les esprits au Panjshir aujourd'hui, et dans d'autres régions d'Afghanistan et dans certaines grandes villes, ils battent plus à l'unisson d'Ahmad Massoud qu'à l'unisson de Baradar ou Haqqani. Donc le lion du Panjshir n'est pas dompté. Mais est-ce que vous êtes en contact? Vous avez un contact récent téléphonique avec lui? Je suis en contact avec Ahmad Massoud, oui. Mais que va-t-il lui arriver si les talibans justement reprennent la région? Aujourd'hui, il est évident qu'il a accompli un acte d'un courage inouï en prenant des risques personnels considérables qui a consisté à se dresser contre cette dictature. Donc je n'ose même pas imaginer ce qui pourrait lui arriver s'il tombait entre leurs mains. Mais ça peut arriver, c'est même une probabilité assez forte, non? Une probabilité, je ne crois pas. Et j'espère bien que non. Que cela puisse arriver, oui. On connaît en France, en Europe, des exemples de résistants qui sont tombés entre les mains de la Gestapo de leur temps, bien sûr. Mais moi, je me refuse à imaginer cette hypothèse. Pour l'instant, je vois le courage de ce jeune homme, sans vraie expérience militaire, fort de sa fidélité à son père et de sa fidélité à des croyances, des valeurs et des principes, qui a décidé presque seul de se dresser contre un ordre de fer. Je trouve cet acte incroyablement impressionnant et c'est une leçon de courage et de morale pour chacune et chacun d'entre nous. Mais ils se battent avec quoi? Est-ce qu'il y a des gouvernements occidentaux justement qui les soutiennent, qui les pourvoient en armes et autres? Je ne sais pas. Je ne sais pas cela. Moi, vous n'avez pas d'entrée auprès de l'Élysée? Est-ce que la France, par exemple, donne un soutien concret, logistique? Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a, dans les opinions publiques, il y a de très nombreuses femmes, de très nombreux hommes qui se reconnaissent dans cet acte de bravoure et dans cet acte héroïque. Et je pense aussi, ça je ne le sens pas, je le pense que si nous sommes très nombreux à être dans ce cas, nous finirons par faire pression sur nos gouvernants. Et peut-être finiront-ils par comprendre, peut-être commencent-ils déjà à comprendre, que l'avenir de l'Afghanistan, il est plus chez le jeune Massoud que chez les talibans ancienne manière qui sont revenus aujourd'hui au pouvoir à Kaboul. Mais vous disiez que beaucoup d'Afghans, le cœur de beaucoup d'Afghans battait à l'unisson d'Ahmad Massoud. Néanmoins, le pays s'est effondré en 10 jours, tombé en 10 jours dans les mains des talibans. Comment est-ce qu'on explique ça? Le pays ne s'est pas effondré. Regardez les femmes qui sortent dans les rues d'Herat, de Kandahar et de Kaboul, au nez à la barbe des talibans, qui les défient, qui les regardent de visage à visage, les yeux dans les yeux. Ça, c'est pas le signe d'un pays qui s'effondre, c'est le signe d'un pays au contraire qui refuse l'ordre de fer et l'ordre de mort des talibans. Après, l'armée afghane, elle, s'est effondrée, c'est autre chose. S'est effondrée alors, pour des raisons complexes. L'une d'entre elles étant que lorsque des militaires se sentent trahis, se voient trahis par leurs officiers, lesquels constatent qu'ils sont trahis par leurs alliés, en effet, c'est une règle dans l'histoire militaire que ceux-là renoncent à se battre. Et là, c'est ainsi. En revanche, dans le Panjshir, où les défenseurs de la vallée étaient commandés
par un jeune homme qui, lui, tenait debout et ne cédait pas. Ils lui ont été fidèles et ils se sont battus. Quand vous entendez les pays occidentaux, certains gouvernements, certaines ONG aussi dire voilà, la guerre est finie, 40 ans de guerre sont finis en Afghanistan, ça vous fait réagir? Comment? Je crois au contraire que la guerre recommence, malheureusement. D'abord, la guerre civile risque de recommencer, et puis la guerre contre les droits, la guerre contre les femmes, la guerre contre les homosexuels, la guerre contre les amateurs de musique. Cette guerre-là, elle recommence depuis le 15 août. J'aimerais justement vous faire réagir sur l'extrait du communiqué qui accompagnait le voyage du président du CICR, Peter Maurer, qui s'est rendu à Kaboul pour rencontrer les talibans. Il dit notamment la population afghane a enduré 40 ans de conflit et va au-devant d'un long processus de guérison et de reconstruction. Ça vous paraît crédible? Non, je ne crois pas qu'un pays puisse se reconstruire et puisse guérir de ses plaies en ayant à sa tête, si ça devait durer, ces néo-fascistes, ces obscurantistes, ces ennemis des droits que sont les talibans. C'est pas comme ça qu'un pays guérit, c'est l'inverse. L'Afghanistan était en train de panser ses plaies jusqu'à cette date maudite de la mi-août, était en train de panser ses plaies, la société afghane était en train de se reconstruire, les femmes afghanes étaient en train de relever la tête, étaient en train de conquérir et de vivre le droit de se montrer et d'être libre. Eh bien, tout ça est en train de retomber dans la nuit. Donc, ce n'est pas un processus de guérison. Je crois que ce monsieur fait une erreur d'appréciation considérable. Néanmoins, la plupart des pays occidentaux aujourd'hui commencent à tracter avec les talibans. C'est peut-être le premier pas vers une reconnaissance. Vous en pensez quoi? Faut-il reconnaître les talibans comme un gouvernement légitime en Afghanistan? Le gouvernement taliban, lorsqu'il sera constitué, ce qui n'est pas le cas à l'instant où nous parlons d'ailleurs, n'est pas légitime et ne sera pas légitime. Il a été pris par la force. Cette prise de pouvoir par la force s'est accompagnée de crimes de guerre en très grand nombre, qui sont parfaitement documentés par les ONG et par les organisations internationales. Donc ce gouvernement-là ne sera pas légitime, en aucun cas. Et je ne vois pas comment une démocratie, sans tourner le dos à ses principes et à elle-même, pourrait reconnaître ce régime. Néanmoins, ils tiennent le couteau par le manche. La plupart des conditions qui ont été posées par les pays occidentaux, à commencer par l'accord de Doha, ont été refusées et on a lâché du côté occidental. Ça vous inspire quoi, ce rapport de force aujourd'hui, à la faveur des talibans? La séquence d'événements qui a commencé avec les accords de Doha de février 2000 m'inspire de l'incompréhension, du chagrin et de la révolte. Comment est-ce que cet immense pays, cette grande démocratie qu'est la démocratie américaine, a pu livrer sur un plateau d'argent un émirat islamique à cette bande de gangsters en perte de vitesse, qui avait perdu le pouvoir depuis 19 ans et à qui on l'a rendu. Vraiment, ça n'est pas une manière de parler, je ne comprends pas cela et je suis révolté par cette erreur historique et par cette faute morale dont nos amis américains se sont rendus coupables. Vous en voulez à l'Amérique? J'en veux j'en veux. Je pense que Donald Trump et Joe Biden, ensemble, finalement, c'était comme une sorte de programme commun entre les deux, ont commis là une faute impardonnable, l'un et l'autre. La construction de l'Afghanistan, la reconstruction de l'Afghanistan marchait. Les germes de la démocratie commençaient de fleurir. Les femmes afghanes, en tout cas dans certaines parties du pays, étaient en train de se libérer. Une presse indépendante et libre était née. Comment
des diplomates, sur la foi de quelles informations et victimes de quelle naïveté ont-ils décidé de rayer tout cela d'un trait de plume et d'envoyer tout cela aux enfers du non-être, il y a là quelque chose qui vraiment me semble énigmatique et très profondément scandaleux. Mais est-ce qu'il faut renoncer justement aujourd'hui à exporter la démocratie ? Mais qui parle d'exporter la démocratie? C'est le grand discours qu'on dit, ces guerres, c'est justement pour exporter notre modèle de société. C'est le grand discours des défaitistes qui disent qu'il ne faut pas exporter la démocratie. Aucun démocrate conséquent n'a jamais parlé d'exporter la démocratie. La démocratie, c'est pas des marchandises, c'est pas une marchandise. La question, c'est d'aider. Non, attendez, non. Ceux qui défendent la responsabilité de protéger, inscrite dans la loi internationale depuis maintenant un certain temps. Ils disent qu'il faut encourager la démocratie, qu'il faut appuyer les forces qui, dans un pays donné, naissent et se battent pour la démocratie. Pas l'exporter, pas l'appliquer mécaniquement, pas l'envoyer en kit, pas l'envoyer à la pointe des fusils. Aucun partisan de la responsabilité de protéger n'a jamais parlé ainsi. La vraie question, c'est de faire au fond, dans les pays où règne l'islamisme radical, ce qu'on a fait autrefois dans les pays où régnait l'ordre soviétique. Il y avait des gens qu'on appelait les dissidents, qui se battaient contre l'ordre soviétique. Eh bien, il y a des femmes et des hommes qui ont décidé de les encourager, de leur dire qu'ils n'étaient pas seuls, de les soutenir par tous les moyens possibles, de véhiculer leurs paroles. À l'époque, on appelait ça des amizdat, de les aider matériellement. Moi, c'est à cette culture-là que j'ai été formé dans ma jeunesse. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, face à ce nouveau fascisme qu'est l'obscurantisme taliban, que fut le régime qui est gouverné à Mossoul ou à Raqqa, il faut faire la même chose. Il faut soutenir celles et ceux qui s'y opposent, leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, leur montrer qu'on est à leur côté, pas exporter nos principes, ils n'ont pas besoin de nous. Vous savez, une femme afghane, elle n'a pas besoin qu'on exporte son droit à ne pas porter la burqa. Elle le sait très bien que le port de la burqa est une injure à ce qu'elle a de plus fondamental, est un viol de son identité. Elle n'a pas besoin qu'on exporte quoi que ce soit pour le savoir. Donc, il faut encourager cette femme afghane, il faut la soutenir. Mais comment ? Ça passe par quoi maintenant, très concrètement? Par la guerre, par une nouvelle guerre? Ça passait par ce que l'on faisait depuis 20 ans. Depuis 20 ans, contrairement à ce que j'entends partout dire que ça ne marchait pas. Il y avait de la corruption, il y avait toutes sortes de choses une occupation pour rien, etc. La réalité de l'Afghanistan jusqu'au mois d'août dernier, c'est que les Américains y faisaient ce qu'ils font dans des dizaines et des dizaines de pays dans le monde. C'est-à-dire qu'ils faisaient leur boulot de grande démocratie. Ils avaient une présence diplomatique et présence militaire. Ils ne faisaient pas la guerre. Ils n'étaient d'ailleurs plus en mission de combat depuis des années, depuis 2014, je crois. Mais ils faisaient leur travail de grande puissance, qui est d'être là, qui est de dissuader les salauds. C'est de modifier le rapport de force politique ou même symbolique en faveur des démocrates. Eh bien, nous avons décidé de tirer le tapis. Et nous avons décidé d'abandonner celles et ceux qui croyaient en cet ordre international et en ce soutien à leur sort. Le vrai scandale est là. Mais justement, aujourd'hui, comment est-ce qu'on répare ce dommage? Qu'est-ce qu'on dit à la face du monde quand on montre qu'effectivement on a lâché beaucoup d'Afghans à qui on a promis un avenir différent? D'abord, on dit qu'on s'est trompé. On dit qu'on est dégoûté, empli de dégoût par la... Mais ça, on ne le dit pas. Enfin, pour l'instant, personne ne le dit. Non, mais ce que je recommande, je recommande que l'administration américaine et l'administration de tous les pays qui l'ont soutenue disent haut et fort qu'elle s'est trompée. Voilà. Que les talibans, à Doha, nous ont trompés tous. Voilà. Moi, je fais peut-être partie de ceux qui ont été le moins trompés, parce que ça fait des années
depuis l'ouverture des négociations de Doha, je dis que c'est une pantalonnade et que c'est une comédie. Mais enfin, qu'on dise cela. Et puis qu'on reparte de là où nous sommes, c'est-à-dire qu'on sauve ce qui peut encore l'être. Aujourd'hui, il y a des femmes en qui bat le cœur de l'Afghanistan. C'est des femmes qui descendent dans la rue à Kandahar, à Herat, qui bravent les talibans, qui les bravent physiquement à quelques centimètres de distance. Il faut dire qu'elles sont l'incarnation de ces valeurs que nous prêtons défendre. Il faut les défendre, il faut les sanctuariser. Je ne sais pas comment, je ne suis pas un État. Mais je pense que c'est ça la démarche. Et je pense qu'il faut défendre aussi ce jeune homme qui, avec un courage incroyable, a décidé qu'il ne se résignait pas, qu'il ne se rendait pas. Il s'appelle Ahmad Massoud. Ce jeune lion du Panjshir, fils du légendaire commandant Massoud, qui incarne la résistance en Afghanistan. Mais ce que font surtout les pays occidentaux aujourd'hui, c'est de se prémunir contre une vague migratoire. C'est même la seule chose concrète qu'ils arrivent à décider et pas du tout justement l'aide concrète aux Afghans actuellement. Attendez, la meilleure manière de se prémunir d'une vague migratoire, c'était déjà de ne pas offrir le pouvoir aux talibans. Vous savez, les gens qui ont tenté de fuir Kaboul, les gens qui ont préféré s'accrocher aux ailes d'un avion que de rester terrés dans la cave de leur maison. Ils ne faisaient pas ça pour le plaisir. Ils faisaient cela parce qu'ils savaient qu'ils entraient en enfer, que l'ordre taliban, c'est l'enfer. Donc là, la seule manière de ne pas provoquer cet exode massif, c'est de ne pas offrir le pouvoir aux talibans. Et puis, ma modeste recommandation à mon pays et aux pays européens et aux pays occidentaux, c'est de se prémunir contre la vague terroriste dont je crains fort qu'elle nous soit sur le point de se déclencher. Parce que je ne vois pas par quel miracle cet Afghanistan truffé d'al-qaïdistes, truffé de gens de Daesh qui ont été libérés des prisons afghanes, ça a été l'un des premiers actes des talibans. Je ne vois pas par quel miracle l'Afghanistan ne redeviendrait pas une base de départ, un camp d'entraînement pour djihadistes qui s'en prendront tôt ou tard à nos villes. Donc la meilleure manière de se protéger contre le terrorisme aurait été de continuer d'empêcher les talibans de prendre le pouvoir et serait aujourd'hui de tenter, sur un temps qui malheureusement sera long, de réparer l'erreur historique et la faute morale dont nous nous sommes rendus coupables. Mais cette absence de valeur en Occident, est-ce que vous pensez que ça, c'est quelque chose de réparable ou on est en train justement en Occident de perdre même le sens de ce pourquoi on doit se battre? Il y a en Occident il y a une guerre de civilisation en Occident entre les démocrates et ceux qui ne le sont plus. Entre ceux qui pensent que l'avenir du monde, ce sont ces femmes afghanes qui vont à visage découvert narguer les talibans, et ceux qui pensent, chez nous, que l'avenir du monde, c'est de se coucher devant les islamistes. Là, il y a une vraie opposition de civilisation, ça c'est sûr. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut tout faire pour refuser cet ordre assassin, cet obscurantisme, cette renaissance du fascisme, que nous n'étions pas obligés de laisser s'opérer, que nous n'étions pas contraints de laisser s'installer en Afghanistan. J'ai rarement vu un tel acte de diplomatie suicidaire. Voilà. Il n'y avait aucun intérêt, aucune nécessité, aucune raison logique, aucune raison militaire, aucune pression diplomatique qui contraignait les démocrates à offrir le pouvoir aux talibans. On compare le départ des Américains de Kaboul à leur départ de Saïgon.
c'est très différent. Kaboul, c'est un Saïgon auto-infligé. C'est un Saïgon volontaire. C'est un Saïgon décidé. L'accord de Doha, Donald Trump, entériné par Joe Biden, est un non-sens historique, une monstruosité diplomatique. Voilà où en est une partie de l'Occident. Heureusement, il y a encore aux États-Unis et ailleurs des femmes et des hommes pour trouver cela répugnant et révoltant. J'en suis. Je vous remercie beaucoup, Bernard-Henri Lévy. Merci.